Bonjour. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, les amis. J'espère que votre week-end s'est bien passé et votre lundi aussi. Ça y est, il recommence à faire très chaud. Alors aujourd'hui, on va partir dans le passé très lointain. Alors, je vous laisse vous installer là où vous vous sentez le mieux. Et nous allons partir en Chine. La quête d'immortalité de Qin Shi Huang refait surface à la suite de la découverte d'une stèle inédite. Obnubilé par le rêve d'immortalité, Qin Shi Huang envoyait des expéditions aux quatre coins du monde à la recherche de l'élixir de vie. Une inscription récemment découverte sur le plateau tibétain pourrait témoigner d'une mission jusqu'ici méconnue. Mais son authenticité reste sujette à controverse. C'est une découverte qui ravive les débats autour du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang, 259-210 avant Jésus-Christ, et sa quête d'immortalité. Le Shiji, ou mémoire du grand historien, et d'autres textes anciens racontent l'expédition de l'alchimiste Shufu qui, prié par son souverain de trouver les plantes miraculeuses conférant la vie éternelle, a pris la mer vers l'est, probablement en direction de l'actuel Japon. Or, alors qu'aucun écrit ne l'a mentionné jusqu'ici, une équipe d'archéologues affirme avoir mis au jour des preuves d'une mission parallèle, terrestre cette fois-ci, lancée simultanément vers l'ouest. Une affirmation qui est loin de faire consensus, relate le South China Morning Post le 10 juin 2025. Vestige impérial sur le plateau tibétain. Tout débute en 2020 avec une découverte de l'équipe de Tong Tao, chercheur à l'Académie chinoise des sciences sociales sur la rive nord du lac Jiaring, à 4300 mètres d'altitude sur le plateau tibétain. Une inscription rupestre de 37 caractères gravés en petits sceaux, style de caractère chinois unifié instauré sous le règne de Qin Shi Huang. Elle relate l'envoi par l'empereur de 5 hauts fonctionnaires chargés en 221 avant Jésus-Christ de se rendre jusqu'au mont Kulun, au lieu de la mythologie taoïste décrit comme la montagne des dieux, pour y cueillir l'élixir de vie. Après avoir atteint les sources du fleuve jaune, ils auraient poursuivi leur périple sur 150 lits, soit environ 75 km. Pour Tong Tao, qui a partagé ses trouvailles avec le Guangming Daily le 8 juin 2025, il pourrait s'agir de la seule stèle impériale de Qin Shi Huang, encore préservée sur son site d'origine, offrant un témoignage direct de l'expansion impériale dans des régions longtemps restées périphériques. Au-delà de l'intérêt archéologique, cette gravure sur pierre viendrait combler un vide des sources textuelles antiques, confirmant qu'une partie des routes reliant la Chine centrale aux confins tibétains était déjà en usage au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Une inscription au cœur de
la tourmente. Si l'annonce a immédiatement suscité l'enthousiasme du public, la communauté scientifique s'est vite montrée plus réservée. Plusieurs experts ont exprimé de sérieux doutes quant à l'authenticité de l'inscription. Ji De-young, professeur à l'université de Pékin, interrogé par le South China Morning Post, soupçonne une falsification moderne, arguant que le style et le vocabulaire ne correspondent pas strictement à ceux de la période Qin. Interrogé par le Yangtze Evening Post, le philosophe Wu Wenhui souligne quant à lui que si dans l'inscription les caractères « cueillir des herbes médicinales » semblent aujourd'hui appartenir au vocabulaire ancien, en réalité ils ne figurent ni dans les textes de la période pré-Qin, ni même dans ceux de la dynastie des Han occidentaux, 206 avant Jésus-Christ, 9 après Jésus-Christ. Plus encore, le professeur Liu Zongdi, spécialiste des documents anciens à l'Université des langues et cultures de Pékin, soulève des incohérences chronologiques. Pour atteindre les sources du fleuve jaune au printemps de la 26e année de l'empereur, mentionnée dans l'inscription, l'expédition aurait dû partir au plus tard à l'automne précédent, période où Qin Shi Huang n'avait pas encore officiellement adopté le titre impérial. À ces critiques s'ajoutent les observations de Wu Guangliang, géographe à l'université normale du Qinghai, qui daterait l'inscription qu'il juge quant à lui authentique, plutôt de la dynastie Han, 1271-1368 après Jésus-Christ, période où l'État centralisé chinois exerçait en effet un contrôle sur ces territoires. Ces vives discussions soulignent le China Morning, ravivent en outre les débats anciens sur la véritable localisation du légendaire mont Kulun. Depuis plus de 2000 ans, le Qinghai et le Xinjiang se disputent son emplacement véritable, alimentant une controverse littéraire ininterrompue. Entre les falsifications de vestiges et les annonces de présages favorables souvent douteux, les débats n'ont jamais cessé, alerte Liu Zongdi. Auprès des journalistes chinois, les autorités culturelles de Qinghai ont reconnu qu'aucune expertise officielle n'a encore permis de déterminer l'authenticité de la gravure. La controverse reste loin d'être tranchée. Et maintenant, allons dans les eaux des Caraïbes. Ce que révèlent les nouvelles images sous-marines du San José, galion légendaire disparu au XVIIIe siècle. En pleine guerre de succession d'Espagne, un galion chargé de trésors sombre dans les eaux des Caraïbes. 3 siècles plus tard, des archéologues parviennent, à l'aide de technologies à distance, à explorer l'épave et à décrypter sa précieuse cargaison, pièce après pièce. Depuis plus de 3 siècles, le galion San José repose dans les profondeurs de la mer des Caraïbes au large de la Colombie, alimentant les fantasmes des chasseurs de trésors par sa légendaire cargaison disparue en 1708. Comme Géo.fr l'annonçait en mars 2024, la Colombie, l'un des nombreux pays à revendiquer la propriété de l'épave, a investi plusieurs millions de dollars pour déployer un robot sous-marin chargé d'examiner minutieusement le site. À partir d'observations inédites partagées dans la revue Antiquity le 10 juin 2025, les archéologues affirment que de petites pièces d'or constituent des indices tangibles permettant d'enfin identifier formellement le légendaire navire. L'or engloutit des colonies. Entre les
XVIe et XVIIIe siècle, rappellent les auteurs de l'étude. Les flottes hispaniques transportaient les cargaisons royales des territoires américains vers la péninsule ibérique. L'une d'entre elles, la Flota de Tierra Firme, la flotte continentale, reliait Cadix, nouveau royaume de Grenade, et la vice-royauté du Pérou, l'un des principaux districts créés par la couronne de Castille afin d'administrer la quasi-totalité de l'Amérique du Sud. La Flota de Tierra Firme, commandée par le galion San José, détenait le monopole exclusif du transport des trésors royaux entre l'Amérique du Sud et la péninsule ibérique, ajoute dans un communiqué Daniela Vargas Ariza, chercheur principal à l'école navale de Cadet Amiral Padilla et à l'Institut colombien d'anthropologie et d'histoire. Alors qu'il transportait une cargaison importante et variée, le fameux San José a coulé au large des côtes colombiennes lors d'une bataille contre les Britanniques en 1708, indiquent les sources historiques. Durant 3 siècles, aucun vestige physique du navire n'avait néanmoins été trouvé, jusqu'en 2015, et la découverte officielle d'un naufrage semblant y correspondre par les autorités colombiennes. Il fallait en revanche pouvoir le confirmer. Alors, depuis 10 ans, plusieurs campagnes de recherche sont menées sur le site à l'aide de drones sous-marins et de photogrammétrie afin de réaliser une cartographie 3D du site. Au cœur des récentes découvertes, de petites pièces d'or qui se distinguent par leur forme brute, frappées à la main, des macuquinas ou cops d'usage dans l'Amérique coloniale pendant plus de 2 siècles. 3 zones de concentration de la monnaie ont été identifiées autour de la poupe du navire, mêlées à des vestiges de cargaison, d'artillerie et de la vie quotidienne à bord. Des photos ultra nettes et une technologie de reconstruction 3D ont permis aux experts de les observer sans les remonter et d'étudier leurs moindres détails. Trésors signés de l'Empire, sur les spécimens retrouvés au fond de l'eau, ils ont distingué des symboles frappants. Sur l'avers, la croix de Jérusalem et les écus de Castille et de Léon. Sur le revers, les colonnes d'Hercule, support des armoiries de l'Espagne. Un L pour Lima, un 8 pour la valeur et un H pour l'asseyeur Francisco de Hurtado, garant officiel de la valeur monétaire. PVA pour plus ultra, plus loin en français, et le motto impérial et la date 707-1707. Ces éléments, bien plus que des ornements, agissent comme des capsules temporelles. Grâce à eux, les chercheurs ont pu établir que le navire était bien un galion hispanique, ayant coulé après 1707, année de frappe des pièces, ce que confirment en outre d'autres artefacts à bord, la porcelaine chinoise ou les canons datés de 1665. Cette découverte, couplée avec les archives historiques, suggère que les macuquinas faisaient cette année-là partie d'un important envoi depuis le Pérou, auquel participait le San José. L'or des pièces provenait des riches mines péruviennes de Puno et Huamanga. Le précieux chargement acheminé jusqu'à Lima, puis transporté par voie terrestre jusqu'à la côte Caraïbe via Panama, était destiné à ravitailler les caisses royales à Madrid. En pleine guerre de succession d'Espagne, 1701-1713, mais le 8 juin 1708, une explosion britannique fait sombrer le galion avec ses 600 hommes d'équipage et entre 11 et 20 milliards d'euros en or, argent, émeraude et autres
trésors coloniaux, selon les estimations actuelles. Ainsi, 10 ans après l'identification de l'épave, cette nouvelle étude renforce l'idée qu'elle pourrait être celle du San José. Elle fait progresser sans encore conclure, précisent ses auteurs, l'enquête en cours menée par l'État colombien. Elle met enfin en lumière la valeur des pièces en tant que marque chronologique clé pour identifier les épaves et constitue une occasion rare d'explorer un site archéologique sous-marin et d'approfondir notre compréhension du commerce maritime et des routes du XVIIIe siècle, conclut Daniela Vargas Ariza. Les amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'arrive pas à tourner, il y a trop de bruit partout, ça fait littéralement 1h30 que je tourne en fait, que j'ai recommencé 3 fois. Il y a du bruit, des gens qui parlent, insupportable. Les gens y croient, non je rigole, les gens y croient qu'ils sont tout seuls. Bon, ils savent pas que je tourne une vidéo SMR évidemment. Je crois que je vais le mettre sur ma façade vidéo SMR en cours. Veuillez tous fermer vos... voilà. Donc bon, c'est une très courte vidéo. Vous avez eu quand même la très longue hier. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui les amis. Je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas de boire de l'eau, de prendre bien soin de vous, de mettre de la crème solaire, de vous détendre, c'est très important. Je vous souhaite tout le... Ah mais non, c'est mon hamster qui dit, mais il est en train de manger. ASMR, hamster, grignotage, mukbang. Oh, il est trop mignon. Je sais pas si vous entendrez assez, quoique oui. Ah, il y a la mangeuse. Bon, allez, je vous laisse ici parce que ça devient n'importe quoi. Je vous fais de très gros bisous les amis. J'espère que vous allez bien. Buvez de l'eau, mettez de la crème solaire, soyez heureux. Moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ASMR sur Nuage ASMR. Ah oui, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram aussi, que je vous mettrai ici. Voilà, Nuage avec un S tiré du bas ASMR sur Instagram si vous voulez être au courant de... Je poste pas beaucoup